En France, l'armée n'a pas seulement fait la guerre. Elle a parfois arbitré la politique. Parfois, elle l'a renversée. Et parfois, elle a servi de dernier rempart quand l'État vacillait. Alors une question dérangeante s'impose. Dans l'histoire de France, qui commande vraiment quand tout s'effondre? Le pouvoir civil, ou ceux qui portent l'uniforme? Car derrière les grandes dates, il existe une mécanique plus silencieuse. La crise ouvre une brèche. La légitimité se fissure. Et, dans cette brèche, la force organisée devient une tentation. Napoléon n'est pas un accident isolé. Pas plus que 1958, ni l'Algérie, ni les peurs de coups de force. Ce que nous allons suivre, c'est une ligne de tension permanente. Une nation qui veut un État fort. Et une armée qui, selon les époques, protège cet État, ou le met à l'épreuve. Pour comprendre le rapport entre l'armée et le pouvoir politique en France, il faut d'abord regarder la forme de l'État français. C'est un État qui s'est construit très tôt autour de l'idée d'un centre. Un centre qui décide. Un centre qui lève l'impôt. Un centre qui fait la loi. Et, très souvent, un centre qui fait la guerre. Sous l'Ancien Régime, l'armée est d'abord l'instrument du roi. Elle sert à défendre les frontières, mais aussi à imposer l'autorité à l'intérieur. La guerre devient une affaire d'administration, de logistique, de finance, donc de politique. Plus l'armée grossit, plus l'État se structure. Plus l'État se structure, plus il a besoin d'une armée stable et obéissante. Puis arrive une rupture fondatrice. La Révolution ne renverse pas seulement un roi. Elle bouleverse la question de la légitimité. Qui a le droit de commander, au nom de qui, et pour défendre quoi? À partir de ce moment, l'armée n'est plus seulement un outil. Elle devient un miroir de la nation. Et parfois, une scène où la nation se déchire. La France entre alors dans une époque où l'armée peut incarner plusieurs choses à la fois. Le salut public en temps de guerre. La consolidation d'un régime fragile. Ou la tentation d'un homme providentiel quand les institutions paraissent impuissantes. C'est pour cela que, dans l'histoire française, l'armée ne se situe jamais seulement à côté de la politique. Elle est au cœur des moments où le pouvoir se recompose. Dans les défaites. Dans les victoires. Dans les guerres civiles. Et dans les crises de régime. La première cause, c'est une idée ancienne et puissante. En France, l'ordre politique est souvent pensé comme une affaire de stabilité avant d'être une affaire de débat. Quand le pays tremble, on cherche une main qui tient. Et l'armée, par définition, est l'institution de la discipline, de la chaîne de commandement, de l'exécution. La deuxième cause, c'est la centralisation. Dans un État très centralisé, la question n'est pas seulement qui gouverne. C'est les qui contrôlent l'appareil qui gouverne. Or, l'armée est l'appareil le plus organisé, le plus rapidement mobilisable, le plus visible. Dans une crise, elle devient un acteur décisif, même lorsqu'elle ne parle pas. La troisième cause, c'est l'expérience répétée des guerres existentielles. La France a connu des conflits où l'on croit jouer sa survie. Quand la survie est en jeu, le pouvoir civil a besoin de l'armée. Et l'armée, elle, attend en retour de la cohérence, une stratégie, une direction. Si elle ne les voit plus, elle doute. Et quand elle doute, le politique vacille. La quatrième cause, c'est la question de la légitimité nationale depuis 1789. La Révolution invente l'idée moderne du peuple souverain. Mais elle invente aussi l'armée de la nation. La conscription, la mobilisation, le soldat citoyen. Cela crée une ambiguïté durable. L'armée est censée obéir au pouvoir civil. Mais elle peut aussi se percevoir comme gardienne de la nation, donc de l'intérêt supérieur. La cinquième cause, plus silencieuse, c'est le mythe du sauveur. Quand les institutions paraissent impuissantes, l'histoire française laisse souvent entrer une figure d'autorité. Un chef militaire, ou un chef légitimé par l'idée de commandement. Bonaparte en est l'archétype. Et cette figure imprime durablement l'imaginaire politique français. Enfin, il y a une cause spécifique au XXe siècle. Les guerres coloniales et les guerres de décolonisation. Elles brouillent la frontière entre guerre extérieure et crise intérieure. Elles politisent l'armée sur le terrain. Elles mettent les gouvernements sous pression. Et elles peuvent faire naître l'idée que l'armée essaie, tandis que les civils hésitent. C'est ce mélange qui rend la relation française si instable et si fascinante.
Un État qui cherche l'ordre. Une armée qui se pense parfois comme la condition de cet ordre. Et une démocratie qui doit, sans cesse, rappeler une règle simple mais fragile. Le fusil obéit à la loi, et non l'inverse. Pour raconter cette tension, il faut un point de bascule. Un moment où l'on voit, d'un seul coup, l'armée devenir un levier politique. En France, ce moment emblématique porte un nom. Le 18 Brumaire. En 1799, la Révolution a déjà tout brûlé et tout épuisé. La monarchie est tombée. La terreur a laissé des cicatrices. Le Directoire gouverne, mais il gouverne mal. Il est contesté, soupçonné, fragile. Et surtout, il n'inspire plus confiance. Dans un pays fatigué, la question change de nature. On ne demande plus un idéal. On demande de l'efficacité. On demande de l'ordre. On demande que les crises cessent. C'est là que Bonaparte revient. Il revient avec un prestige militaire immense. Il revient avec la réputation d'un homme qui décide vite et qui gagne. Et il revient dans un climat où le pouvoir civil n'a plus l'autorité symbolique nécessaire pour se défendre. Le 18 Brumaire n'est pas seulement une manœuvre politique. C'est une démonstration. Quand les institutions sont faibles, la force organisée peut devenir une solution présentable. On ne la nomme pas coup d'État. On la nomme sauvetage. On la nomme stabilisation. On la nomme retour à la raison. À partir de là, la mécanique est en place. Le chef militaire devient chef politique. L'armée devient la colonne vertébrale du régime. Et la France découvre une vérité inconfortable. Une démocratie peut mourir de ses crises, même sans ennemi extérieur. Ce déclencheur ne vaut pas seulement pour 1799. Il crée un précédent mental. Il installe l'idée que, dans certains moments, l'histoire peut basculer parce qu'un homme possède l'armée, et que l'armée lui prête sa force. Après Brumaire, tout s'accélère, mais rien n'est improvisé. Bonaparte comprend une chose essentielle. Pour durer, il ne suffit pas d'avoir l'armée. Il faut que l'armée devienne une institution loyale à un ordre politique nouveau. Et il faut que cet ordre paraisse légitime. Il commence donc par verrouiller l'État. Il réorganise l'administration. Il centralise la décision. Il fabrique un pouvoir qui ressemble à une machine. Une machine capable d'obéir, de collecter, de punir, de récompenser. L'armée, dans ce système, n'est pas seulement un bras armé. Elle devient le modèle même du pouvoir. Puis vient l'Empire, et avec lui une fusion presque totale. La grandeur militaire nourrit la grandeur politique. Les victoires donnent du crédit au régime. Les défilés, les uniformes, les drapeaux, construisent un récit national. Le chef incarne l'État. Et l'État, en retour, sacralise le chef. Mais cette fusion a un prix. Quand le régime dépend des victoires, la défaite devient une crise de légitimité. Et quand la guerre devient permanente, la société se militarise moralement. La frontière entre la citoyenneté et l'obéissance se brouille. Au XIXe siècle, la France ne sort pas vraiment de cette ambiguïté. Les régimes tombent et se succèdent. Monarchie, empire, république, puis encore empire, puis république. Et à chaque bascule, une question revient. Qui tient l'ordre quand le pouvoir change? Qui garantit la continuité quand la légitimité se dispute? Dans cet univers, l'armée est à la fois nécessaire et dangereuse. Nécessaire parce qu'elle assure la sécurité et l'unité. Dangereuse parce qu'elle peut devenir l'arbitre ultime si les civils apparaissent divisés. Le XXe siècle radicalise tout. La Première Guerre mondiale fait de l'armée une expérience totale. La nation entière est mobilisée. L'État dépend du front. Et le prestige militaire devient une puissance symbolique immense. Puis vient 1940. La défaite est un traumatisme politique absolu. Elle brise l'image de l'État. Elle crée deux légitimités rivales. Celle de Vichy, qui prétend incarner l'ordre. Et celle de la France libre, qui prétend incarner l'honneur. Dans les deux cas, le langage militaire structure le langage politique. Et après 1945, alors même que la République revient, un nouveau poison apparaît. Les guerres coloniales. Indochine, puis Algérie. Des guerres longues, moralement troubles, politiquement explosives.
Sur le terrain, des officiers ont le sentiment de porter le poids que Paris ne veut pas regarder. Ils voient mourir des hommes. Ils voient une stratégie incertaine. Ils voient des gouvernements tomber les uns après les autres. Et ils se demandent si le pouvoir civil gouverne vraiment. En 1958, la crise algérienne fait trembler la 4e République. Le risque de rupture est réel. La solution se fait autour d'un homme dont le prestige est à la fois politique et militaire. De Gaulle. Et là, l'histoire française rejoue un motif ancien, mais sous une forme moderne. On ne donne pas le pouvoir à l'armée. On donne le pouvoir pour éviter que l'armée ne le prenne. C'est cette tension qui traverse toute l'histoire. L'armée n'est pas constamment un acteur politique direct. Mais elle devient centrale dès que la légitimité chancelle. Et l'État français, parce qu'il se veut fort, entretient toujours cette question au fond de lui. Comment garder une armée puissante sans qu'elle devienne un pouvoir? Les conséquences de cette relation complexe entre l'armée et le pouvoir politique sont multiples, et souvent contradictoires. D'un côté, l'armée est devenue, au fil des siècles, un instrument essentiel pour maintenir la stabilité de l'État français. D'un autre côté, elle a toujours porté en elle le potentiel de renverser l'ordre établi, d'introduire un pouvoir militaire là où la politique échoue à se maintenir. 1. Une armée garante de l'ordre. L'une des premières conséquences est que, tout au long de l'histoire, l'armée a joué un rôle fondamental dans la sauvegarde de l'unité nationale. Lorsque la France a été menacée, que ce soit par des ennemis extérieurs ou des divisions internes, l'armée a souvent été la seule institution capable de préserver la continuité de l'État. Des figures comme Napoléon, De Gaulle, et d'autres, ont illustré ce rôle, où l'armée n'était pas seulement un acteur militaire, mais aussi un acteur politique déterminant. Leurs victoires ont légitimé leur régime, et leurs défaites ont montré les failles du pouvoir civil. 2. Les dangers du pouvoir militaire. Cependant, cette relation entre l'armée et le pouvoir politique a aussi montré ses dangers. L'armée, lorsqu'elle est en position de force, peut rapidement se transformer en un pouvoir rival pour les civils. Dans des périodes de crise, cette militarisation de la politique peut entraîner des dérives autoritaires, voire un renversement du régime démocratique. Après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les généraux français en Algérie ont montré comment l'armée, lorsqu'elle est perçue comme ayant une légitimité supérieure à celle du gouvernement civil, peut provoquer une rupture politique. 3. Les limites du contrôle civil. Le contrôle civil sur l'armée n'a jamais été aussi simple que dans les livres de théorie politique. À plusieurs reprises, les gouvernements français ont vu leur autorité contestée par des mouvements militaires ou par l'armée elle-même. Cela a été particulièrement manifeste pendant la guerre d'Algérie, où l'armée a pris un rôle politique majeur, défiant l'autorité du gouvernement de la 4e République, et cherchant à imposer sa propre vision de l'avenir politique de la France. La crise de 1958, par exemple, est un moment clé dans ce processus. La pression militaire, en particulier l'armée d'Afrique en Algérie, a forcé De Gaulle à revenir au pouvoir. Et la question de la légitimité du pouvoir civil a été mise en lumière. De Gaulle, tout en rétablissant le contrôle civil sur l'armée, a également reconnu l'importance stratégique de maintenir un équilibre entre les deux, en gardant une armée respectée mais sous l'autorité du pouvoir civil. 4. Une armée modernisée, mais toujours influente. Dans la France moderne, bien que l'armée soit désormais une force professionnelle et apolitique, son influence politique n'est pas complètement disparue. Le rôle de l'armée dans les interventions internationales, notamment en Afrique, et dans les réponses aux crises internes, comme les émeutes en banlieue ou le terrorisme, rappelle qu'elle est toujours un acteur incontournable dans la politique nationale. L'intervention militaire dans la guerre du Golfe, l'opération Serval au Mali, ou encore les répercussions politiques des attentats terroristes de 2015 sont des exemples de l'influence continue de l'armée sur la scène politique. 5. Le modèle français de l'armée républicaine. Malgré ses dérives et tensions, la France a réussi à maintenir un modèle particulier de l'armée républicaine, qui est censé être au service du peuple et non d'une personne ou d'un groupe particulier. Le lien entre l'armée et l'État est censé être guidé par la démocratie. Mais ce lien reste fragile dans les moments où le pouvoir civil est perçu comme faible ou inefficace. La montée de l'extrême droite, l'essor des mouvements populistes et les crises politiques récurrentes montrent que la tentation de l'armée d'intervenir dans les affaires politiques
demeure présente. L'une des grandes questions qui persistent aujourd'hui est celle de savoir jusqu'où l'armée pourra rester un pouvoir loyal et subordonné à la politique civile. Dans un monde de plus en plus incertain, les frontières entre politique et armée risquent de devenir de plus en plus floues. En conclusion, l'histoire de l'armée et du pouvoir politique en France révèle une relation ambivalente, marquée par la nécessité de l'armée pour maintenir l'ordre, mais aussi par le risque constant de son intervention dans la politique. Si l'armée a assuré la stabilité du pays à de nombreuses reprises, elle a aussi été un catalyseur de changement, parfois par la force, et a montré que le pouvoir militaire peut facilement se substituer au pouvoir civil en période de crise. La France, plus que d'autres nations, a été témoin de la tension entre une armée qui protège l'État et une armée qui peut menacer cet État. Cette tension ne disparaîtra probablement jamais totalement, car elle fait partie intégrante de l'histoire et de la culture politique de la France. L'avenir de cette relation dépendra de la capacité du pouvoir civil à maintenir sa légitimité et de l'adhésion de l'armée à la démocratie. La question reste donc ouverte, à quel moment l'armée, en France, deviendra-t-elle à nouveau une menace pour la politique civile ? Ou réussira-t-elle à s'effacer derrière un État démocratique stable ?